essayer d'accrocher cette victoire et voilà, ça s'est tombé sur moi, ça déboutit, mais c'est vrai que tout le monde était, quand on voit les images, tout le monde était très heureux. Alors est-ce que c'est toi, en fait, quand tu marques un but, exploses de joie, etc. Est-ce que ça fait partie de ta personnalité ou il n'y a que le foot qui te met dans cet état? Ouais, il n'y a que le foot quand même. Non, je peux avoir des joies, mais c'est pas les mêmes, c'est différent. Mais là, voilà, quand on marque un but. Il était content, il a ouvert son frigo, il n'a pas de bouteille de Perrier. Non, c'est quelque chose de dans un stade. C'est vraiment. On a de la chance de connaître ces émotions. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir ce que ça fait. Et en plus, en tant que défenseur, on n'a pas l'habitude de marquer souvent non plus. En attaquant, c'est différent, mais donc c'est vraiment une émotion particulière. Et c'est vrai que moi, je préfère quand je marque. Et tu penses à des gens qui sont en tribune à ce moment-là, des proches, ton épouse peut-être, je sais pas, ou c'est un truc très, très égoïste finalement, marquer un but? Après, mais sur le coup, non, c'est vraiment parce que moi, j'ai le cerveau, il n'est plus du tout. Ça fait du hérité. Non, ça y est. Non, je pense pas à grand-chose, c'est vrai, et voilà, extérioriser ma joie et courir, pas mal de gestes. Alors quand on vient jouer à Lyon, on découvre une ambiance un petit peu différente que celle du Stade Louis II. Je parle de Gerland et de Louis II quand je dis Lyon. C'est vrai que pour se motiver à Monaco, c'est quand même plus compliqué que quand on joue à Gerland, puisque la pression, elle est là en tant que telle, puisque quand tu rentres, il y a 30 ou 40 000 spectateurs, alors qu'à Louis II, je connais pas la moyenne, mais c'est moins de 10 000 sûr. Je sais pas, hein, c'est la moyenne à Monaco. Ouais, je sais pas, ça se rapprocher des 10 000 quand même, mais non, c'est vrai qu'à Monaco, il y a 5 ou 6 matchs où le stade est plein quand on recevait Lyon, Marseille, voilà, les gros clubs, mais après c'est vrai qu'il y a des matchs contre les relégables, c'était difficile parce que quand on joue devant 3 000 spectateurs, mais justement il faut trouver au fond de soi la force, mais après il faut relativiser aussi et se dire qu'on joue un match de haut niveau et que justement ça peut être aussi une force parce que quand on arrive à être bon dans ce genre de match sans pression, après les gros matchs, je pense qu'on sera là et ça c'est une force pour ceux qui connaissent ce genre d'ambiance. Allez, on a un défenseur sur ce plateau et on va parler de la défense lyonnaise, hein, Guillaume. Ouais, alors le titre est acquis, il reste quelques challenges à relever pour l'équipe lyonnaise en termes de record, en termes de statistiques, en termes de chiffres. Il y en a un qui tient à cœur du gardien de but, Grégory Coupet, et des défenseurs dont tout le monde fait partie. C'est celui de terminer meilleure défense de Ligue 1. Alors l'OL avait été meilleure défense de Ligue 1 de 2003-2005. L'an dernier c'était Bordeaux qui avait vraiment fait une bonne performance dans ce domaine-là. Et puis cette année, Lyon, c'est la seule équipe qui jouait dans sa surface de réparation. C'est difficile. Donc cette année, pour l'instant, Lyon est leader dans ce domaine-là avec combien de buts encaissés, Toto? Trop. Moi je regarde l'écart avec, je crois que c'est Rennes la deuxième défense, on a 3 buts de moins que. Rennes a 26 buts encaissés, Lyon 23, derrière la Bordeaux qui en a plus 30. Donc pour l'instant, tout va bien pour Lyon qui est leader dans ce domaine et si Lyon continue sur la dynamique actuelle, il n'y aura pas de souci puisque Lyon n'a pas pris de but lors des 5 derniers matchs. On a analysé un petit peu tout ça, je propose de regarder son partage. Eh ben, bravo à tous ceux qui défendent et bravo à Greg Coupet, on y va. C'est un objectif important pour nous. Donc avec Joël, c'est notre petit défi qu'on s'est donné pour se tenir en haleine, on va dire. C'est l'un des challenges lyonnais de cette fin de saison. L'OL veut redevenir meilleure défense du championnat. Un titre qui appartenait au club entre 2003 et 2005, mais qui avait été abandonné à Bordeaux l'an dernier. Pour l'instant, après 33 journées et avec 23 buts encaissés, Grégory Coupet possède la meilleure défense du championnat, juste devant Rennes qui en a pris 26. Une vraie performance que l'OL doit essentiellement à son intransigeance actuelle, car pour retrouver la trace d'un but encaissé par l'OL en championnat, il faut remonter au 11 mars dernier. Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l'OL recevait l'Olympique de Marseille et dans les derniers instants de cette rencontre, à la 87e minute précisément, Mamadou Niang trompait Grégory Coupet. Depuis ce but marseillais, plus rien donc. Cela fait 5 rencontres que l'OL n'a plus concédé de but en Ligue 1, soit 453 minutes d'invincibilité. Une série en cours impressionnante mais qui ne constitue pas un record pour le club lors de la saison 2003-2004. Le duo Coupet puis de Bois avait gardé la maison lyonnaise invaincue pendant plus de 600 minutes. En attendant peut-être de battre ce record, l'OL peut déjà afficher fièrement une statistique. Dimanche, au stade de l'Abbé des Champs, Auxerre n'a frappé que 2 fois au but lyonnais. Cela signifie que non seulement l'OL n'encaisse plus de buts, mais que l'OL s'efforce aussi d'étouffer ses adversaires. Voilà,
retour sur le plateau de L-System. Bienvenue tout le monde. Toto Skilacci est notre invité. On est en direct, il est 19h passé de 27 minutes. Quand tu vois ces images, qu'est-ce que ça t'évoque, Toto? Ça fait plaisir. C'est vrai que on parle de grec défenseur, mais c'est un travail collectif et je pense que nos attaquants et nos militaires nous aident beaucoup justement défensivement pour pas qu'on encaisse de but. Et quand on prend pas de but, on connaît le talent qu'on a offensivement pour en marquer. Donc c'est plus facile d'être bon et de garder une match. Quelques chiffres complémentaires à ce reportage. La meilleure défense dans toute l'histoire du championnat, c'était Marseille en 91-92 avec seulement 21 buts concédés. Donc ce record, Lyon ne pourra pas le battre. En revanche, Lyon peut donner un record, celui de la meilleure défense à l'extérieur de toute l'histoire du championnat de France. C'est 11 buts encaissés par le PSG en 88-89. Pour l'instant, Lyon est à 11 buts encaissés. Donc si Lyon résiste à Monaco et à Paris, record égalé. Et dans les championnats étrangers, alors je te pose une colle, c'est une colle. Parce qu'on n'en a pas parlé avant l'émission, mais... J'en ai aucune idée, on va rechercher, on vous dira ça, mais voilà, les chiffres français c'est déjà quand même pas mal, puisque 21 buts encaissés en 38 matchs. Construire un petit mur quand même. On est bien d'accord. Cette fameuse idée qui court ici et là de dire que les défenses françaises sont extrêmement performantes et c'est pour cela que les attaquants ne marquent pas 20-25 buts par saison comme dans les autres championnats. Est-ce que tu penses que c'est une réalité ou au contraire parce que les grands attaquants, pour des raisons essentiellement fiscales, partent de la France? Il y a un peu des deux, je pense. Il y a de bonnes défenses, de bons gardiens aussi, je pense, en France. Oui, des bons gardiens de aussi. la qualité. Quand on voit, je dis la défense, je pense aussi aux gardiens. Bien sûr. Quand on voit le championnat anglais, même si il y a 3 équipes en championnat aussi, après, les gardiens, et des défenses qui ne sont pas non plus aussi hermétiques que les Français. À part dans les grands clubs, parce qu'on a quand même 4 ou 5 clubs de très haut niveau. Après c'est un peu difficile, comme tu l'as dit aussi, on n'a pas non plus, même s'il y a de très bons attaquants en France, on n'a pas les stars qui peuvent y avoir dans d'autres championnats. Est-ce que tu penses que pour que le championnat français prenne encore plus de dimension, il faudra à un moment ou à un autre qu'on s'aligne sur les salaires et donc sur la fiscalité? Ou est-ce que ça ne veut rien dire finalement? Porto a été champion d'Europe avec une équipe sans véritable star. Contre Monaco. Contre Monaco, tu t'en souviens pas? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est difficile parce que quand on voit les salaires des stars à l'étranger, je pense qu'en France on ne peut pas s'aligner par rapport à toutes les charges. Est-ce que ça passe par là, selon toi, pour que les grands joueurs... Ouais, je pense. Au bout, à part sur une année, après, pour construire sur le long terme, bien sûr, après sur une année, comme on a fait Porto ou à Monaco, même si la fiscalité est un peu différente, mais bon, on n'a pas non plus les moyens des clubs comme Chelsea. Mais la fiscalité est différente, même pour quelqu'un qui est français, tout simplement pour les étrangers qui viennent jouer à Monaco. Non, simplement les étrangers qui viennent jouer à Monaco. Et encore pas tous les pays, parce que je crois que c'est des accords entre les pays. Et en France, dans le français, on est au même niveau. Ouais. Voilà. Très bien. Ce qui est problématique aussi, excuse-moi, c'est que quand des équipes dites petites, en tout cas qui appartiennent au championnat, pas au grand championnat européen comme Porto, peut-être aussi Monaco quand vous êtes allé en finale, quand ces équipes-là créent des exploits, derrière elles sont systématiquement pillées. Porto, il y avait de très bons joueurs, il y avait Deco, il y avait D'Agosta, il y avait Maniche, enfin ils sont tous partis l'année suivante. Vous, ça a été un petit peu le cas aussi, avec les départs de Julie, enfin tout ça. C'est ça qui est triste à voir aussi, c'est que quand ces équipes arrivent à faire un exploit une fois de temps en temps, avec de très bons joueurs, derrière, c'est la fuite de talent et c'est ce qui est regrettable aussi. Allez, on va passer à un petit jeu.